Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, je se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Feren OS, une distribution Linux basée sur Ubuntu, donc comme je vais vous montrer ici, F-E-R-E-N-O-S. J'aurais pu vous montrer directement la page DistroWatch, mais je préfère vous montrer leur site, leur propagande entre guillemets. Donc Feren OS est une distribution gratuite, encore heureux, open source, encore heureux, avec une nature de pseudo rolling release, conçue pour être stable, plus performante et plus sécurisée. À base Ubuntu, stable, je veux bien, plus performante et plus sécurisée, je ne sais pas. Bonne question. Avec une expérience utilisateur nouvelle et familière, nouvelle mais qui reste familière plutôt, incluse, il n'a jamais été un meilleur moment pour chercher, pour utiliser plutôt FerenOS. Donc vous avez ici plusieurs entre guillemets capsules qui vous disent notamment un environnement de bureau facile à utiliser, conçu pour la familiarité, recommandé pour et conçu toujours tout simplement pour la j'irais plutôt conçu pour la sécurité et la et l'aspect privé entre guillemets, la protection de vos données personnelles, si j'ai bien compris. Je sais pas trop, pas trop comment traduire privacy, autrement que par ces deux mots-là. Enfin, en tout cas, ça me vient pas de suite. Made on a rock solid foundation. Oui, d'accord, basé sur Ubuntu. Donc, l'une des distributions Linux les plus populaires et qui est le plus appréciée pour sa stabilité. Ouais, d'accord. C'est un choix, mais je pense que niveau fixed release, il y a quand même plus stable. Après, ce n'est que mon humble avis. Notamment au niveau des dépendances, souvent ça pose pas mal de problèmes. Un utilisateur qui ne va jamais toucher à ses paquets et qui ne va pas trop désinstaller d'éléments ou installer dans sa distribution, ça posera pas de problème. Quelqu'un qui va utiliser simplement les Logitech de logiciels pour installer, désinstaller, d'accord. Mais dès qu'il va commencer à installer des paquets à la mano ou alors faire des trucs un petit peu louches, ça commencera à poser problème. Un autre truc, c'est que là, vous avez quand même, donc, soi-disant, la même base que ce qu'utilise le département de défense, c'est-à-dire en gros l'armée américaine et l'International Space Station, donc l'ISS, la capsule, plutôt le satellite qui se trouve en orbite. D'accord, ok, bon. Donc bon, là vous avez un petit peu la tronche de la distribution. Voilà. Et puis là, vous avez deux magazines, donc Linux Format et Linux Insider, que je ne connais pas. Personnellement, je ne les connais pas. Je regarde pas beaucoup la presse linuxienne. À part DistroWatch, et encore, je considère pas vraiment ça comme de la presse, je considère plutôt ça comme des brèves. Next Impact, des fois, parle de Linux, c'est assez intéressant aussi. Mais c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on voit sur leur site niveau. Après, bien sûr, vous avez les news ici, donc News Archive. Et si on va ici, si on clique ici sur News, voilà, donc là, la snapshot de novembre vient de sortir. C'est pour ça que je vous sors cette vidéo notamment. Et donc, pourquoi est-ce que je sors cette vidéo maintenant? Si on va sur DistroWatch et que l'on va voir Feren, on remarque que maintenant, à autre, d'autres versions de cette ISO étaient notamment sur Cinnamon et sur Mate à une époque aussi. Je sais pas pourquoi il y a marqué XFCE ici alors que ça n'est pas le cas, ça m'a fait un petit peu bugger dans ma tête. Mais concrètement, vous avez compris le système. Voilà, donc on a du Cinnamon, du Mate et maintenant on a uniquement du KDE Plasma. Donc c'est beaucoup plus intéressant niveau à tester. Niveau test, concrètement, ce sera beaucoup plus cool. Pourquoi? Tout simplement parce que tester plusieurs spins, déjà c'est une perte de temps de faire plusieurs spins. Vous avez une philosophie dans votre OS, choisissez le DE qui se rapproche le plus de votre philosophie. Ce n'est que mon humble avis. Voilà. Je ne suis pas créateur d'ISO, mais je suis quand même quelqu'un qui commence un petit peu à cerner le principe des distributions Linux et un petit peu comment ça fonctionne.
Donc je commence un peu à comprendre comment comment ça se porte. Voilà. Et donc il y a beaucoup de gens qui notent la distribution. Donc là on a quelqu'un qui la note bien, soi-disant. Voilà, donc qui a noté aujourd'hui. Et d'autres qui ont noté le mois dernier. Mais concrètement, c'est à peu près ça ce dont vous devez vous attendre. Donc des avis assez mixés. Nous allons voir. Je viens de faire une installation en UEFI bien sûr pour donner le moins de chance possible à la distribution avec donc les paramètres que vous voyez ici. Donc 4 Go de RAM, ICH9 bien sûr, la version KVM, VMSVGA2 pour la partie graphique, c'est par défaut ça tout ça. Bon, et puis après j'ai tendance à aller modifier les paramètres son aussi, mais c'est à peu près tout. Si jamais si jamais il y a un son de boot, comme on avait eu avec l'Open Mamba, je sais plus si c'est Open Mamba ou si c'est Open Mandriva, je crois que c'est Open Mamba. FRNOS, voilà. Donc là la distribution se lance, on a un assez joli on a un assez joli Plymouth. Donc splash screen, en gros, si vous ne savez pas à quoi sert Plymouth, il est personnalisable, donc ce paquet pour mettre des splash screens. Ça met un petit peu de temps à démarrer quand même. C'est pas malgré que nous sommes bien sur le NVMe, c'est pas ça trash beaucoup au niveau du disque. Est-ce que je peux voir? Ah, voilà. Donc là, vous allez vous dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on a un bout de calamares qui arrive? À l'installation, il ne m'a pas demandé, mais non, la localisation de la disposition de clavier, ce genre de choses. Donc là, je pense que ça va être le moment pour le faire. Donc nous allons bien nous mettre sur Paris. Voilà. Français, clavier français. Si on fait AZERTY ici, ça fonctionne. Voilà, parfait. J'ai mis un T en trop. On va mettre Lolo. Voilà, VM ici. Le mot de passe de d'habitude. On va laisser au cas où on a un locker qui soit intéressant et qui était modifié, parce que je pense que c'est le cas. Je pense qu'on peut peut-être s'attendre à... Vu la surcouche un petit peu dégueulasse que je vois jusqu'à présent, honnêtement, je trouve ça assez moche. Après, ça ne fait que commencer. Là, on voit simplement une partie. Peut-être que par la suite, je serai un petit peu plus apprécié. Peut-être que j'aurais un petit peu plus apprécié la distribution. Pour le moment, je dois dire que ce système laisse penser en gros à une sorte de préinstallation EM en gros. Et il suffit que je dise ça pour que Adrien D sorte une vidéo à ce sujet, c'est assez drôle. Donc là voilà, ça démarre. Bon, il est clairement marqué Ubuntu en haut parce que ça utilise quand même le Secure Boot d'Ubuntu à ce que j'ai cru comprendre. Alors là, le Secure Boot n'est peut-être pas utilisé par VirtualBox car je doute que ça le supporte. Ah bah non, c'est clairement comment dire, un lock screen qui laisserait penser à du Ubuntu 18.04 voire 16.04, ce qui n'augure rien de bon pour le moment. Mais je dois dire que je l'aimais bien celui-là. Je l'aimais bien. Ça ressemble à de vieilles versions d'Ubuntu. C'est vraiment pas moche. C'est pas du SDDM comme propose la KDE Neon, la Kubuntu et proposer également d'autres distributions à base de Plasma que j'ai pu tester jusqu'à présent. Vous avez même un tour de la distribution. Donc il nous propose d'installer les additions VirtualBox car il a détecté que nous utilisions une machine virtuelle. Ça, c'est vraiment cool. Bon, je vais lui voir si on peut installer les additions invitées VirtualBox. Si ça fonctionne, c'est très bien. Moi perso, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Après, si ça fonctionne pas, je mettrai quand même un petit carton rouge malgré tout, même si l'intention est là. Je pense que ça nécessitera un petit redémarrage. Alors, transfer file to FerNOS, Open Transfer Tools. Qu'est-ce que nous propose? Donc, backup data, restore data. About FerNOS Transfer Tools. Donc, c'est bien quelque chose qui est un petit peu propriétaire à leur niveau. Bon, c'est de l'open source, mais c'est eux qui l'ont développé, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est un petit peu eux qui l'ont. Pas du privateur. Alors, backup data. D'accord, donc on peut faire une backup de l'ensemble du système et on peut restaurer des données. Donc, si jamais on vient d'une autre FRNOS ou peut-être d'un autre système d'exploitation qui utiliserait des schémas de bibliothèque, par exemple Windows tout simplement.
macOS c'est différent. Je crois que le système de bibliothèque n'existe pas vraiment puisque il détecte les fichiers pouvant s'apprêter à des documents ou s'apprêter à des images, s'apprêter à de la musique, à des vidéos, mais c'est pas vraiment rangé sur le disque dur comme à l'époque. À l'époque, vous aviez des bibliothèques sur macOS, mais je crois que maintenant ça n'est plus le cas. Ou alors ça fait le truc de manière complètement transparente et on ne le voit plus. Je ne sais pas. Peut-être que je dis une grosse connerie. Vous pouvez installer les Ubuntu Restricted Extra ici, directement. C'est très bien aussi. Voilà. Concrètement, je suis assez. Voilà, donc, notamment pour lire des MP3. Donc, encore une fois, est-ce que c'est réellement nécessaire de qu'on continue à opposer une guéguerre de licence avec pour lire des formats que la plupart des OS Linux lisent sans aucun problème, y compris, bon, peut-être pas les bases Ubuntu, mais en tout cas, par exemple, je sais qu'il y a des emmerdes aussi avec OpenSUSE. Par exemple, sur OpenSUSE, vous devez installer tout un tas de codecs pour pouvoir utiliser la distribution de manière productive. Ça peut paraître con pour une distribution basée en mode en entreprise, mais c'est un petit peu le cas. Pareil pour Fedora, il y a certains trucs qui peuvent nécessiter d'être installés. Donc là, vous avez plusieurs layouts, entre guillemets. Donc FerrenOS défaut, donc les paramètres par défaut, comme vous les voyez ici derrière moi. Tablet mode, donc vous avez un mode tablette. Donc ça va switcher de l'un à l'autre. D'accord. Familiar layout, donc je suppose qu'il ressemble beaucoup aux distributions Linux classiques, entre guillemets. Oui, ça. Ah non, ça ressemble à Windows 10 tout ça. Ça me fait vraiment penser à du. Même l'icône je suppose que c'est un Dolphin ça ici. Ah non, même pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait KDE? Alors j'aurais pas de réponse. Non. Ubuntu Unity Layout, je l'avais pas vu celui-là. Donc vous allez avoir une barre sur le côté qui va s'afficher. D'accord. Ok. Cupertino Layout, donc macOS, je suppose. Et Redmond Layout. Hmm. Est-ce réellement une si mauvaise distribution que ça à ce niveau-là? Hmm. Après, c'est toujours pareil, je considère que c'est pouilleux parce que c'est pas une distribution qui est réellement niveau maintien. Si on regarde un petit peu comment ça se comporte, il y a eu une ISO en juillet, puis après plus rien, puis une ISO en novembre là, enfin, même pas en juillet. Attendez, 2020 04. Attendez, janvier, février, mars, avril. Avril. Oui, à ce point-là, avril quand même. Ouais, donc avril et novembre. Bon, ça correspond à peu près au schéma de mise à jour d'Ubuntu en fait, si on y pense. Mais là, après, il y a eu une 2016, 2017, 2018, 2019. Puis là, en 2020, il y en a eu deux. Bon, ok. Bon, je vais me remettre sur FerrenOS Default. Parce que je suppose que c'est l'expérience qu'ils essaient de pousser au maximum. Et cette expérience, je la trouve extrêmement peu attractive. Using the desktop Windows Management. Donc, ah, ça bug un peu. Donc, le système tray ici. Donc, vous avez différents. Donc, je vois que KDE Connect est présent. D'accord. Desktop Search. Donc, vous avez ici un truc. Donc là, on a les notifications et, le calendrier. D'accord, ok. Le FerrenOS Store. Ça ressemble beaucoup à GNOME Software, tout ça. Ou à une ancienne version de la Logitech Ubuntu. Alors ça, laissez-moi supposer, c'est un snap, non? Est-ce qu'on peut accéder à... Ah, voilà. VirtualBox Guest Edition ISO. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme navigateur par défaut? Si on va dans Internet, il y a Vivaldi par défaut. Ok. Alors, je dis pas que Vivaldi est un mauvais navigateur, loin de là, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais je remarque que c'est peut-être pas... et c'est l'outil de mise à jour de Mint. Tiens donc. Oui, c'est bien Mint Update. Oui.
Oui, oui, clairement. Alors, il va pas nous proposer les noyaux, enfin, je pense pas. Mais ça ressemble clairement à l'outil de mine, qu'on soit bien d'accord. Bon, il y a deux mises à jour, nous allons les faire. Oui, ça utilise bien Mint, tout ça. Donc c'est vraiment un espèce de d'hybride foireux entre... donc l'expérience utilisateur est là, visiblement, il y a quand même pas mal de... Le thème est quand même relativement complet, niveau thème, on est là. Par contre, c'est pas un peu une usine à gaz, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une expérience un petit peu hybride. Et je pense que si jamais vous voulez une expérience macOS, vous prenez du Panthéon. Si vous voulez une expérience à la Windows, vous prenez du. Je sais pas moi, du. Ouais, je sais pas trop. Bah, du KDE, concrètement, du KDE de base, vous le personnalisez un petit peu, ça ressemble très très facilement à Windows. Vous avez plusieurs thèmes, donc par exemple, je vais prendre le thème Dark, voir à quoi il ressemble. Si ça veut bien, bien sûr. Next. Ah, back. D'accord, donc j'ai choisi le thème Dark. Il a pas l'air de vouloir se mettre, ou alors il se met pas pour cette fenêtre là. Je vais choisir de l'orange, ça veut bien. Et il nous propose KDE Connect, ce qui est assez cool car KDE Connect est clairement l'une des fonctions les plus intéressantes de tout ce que propose KDE. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une application sur votre smartphone qui vous permet d'accéder à beaucoup de fonctionnalités de votre smartphone sur votre ordinateur, ce qui peut être vraiment cool en ce qui concerne l'usage de vous allez pouvoir partager en fait des fonctions. Donc, alors, vous allez recevoir les notifications, vous allez pouvoir transférer des fichiers assez facilement. C'est vraiment pas mal. Donc qu'est-ce qu'on a comme application par défaut? Web browser, gna gna gna. Qu'est-ce que cela peut être? Web Browser Manager. Donc vous avez un truc qui vous permet d'installer divers navigateurs. Donc vous avez Vivaldi, Google Chrome, Chromium, Edge, Firefox, GNOME Web. Alors ça concrètement, celui-là, j'aurais limite pas mis parce que c'est le seul qui est pas réellement. Et Waterfox, pareil, c'est pas vraiment des trucs qui soient. Bon, Falcon, je veux bien, c'est le truc de chez KDE, il est pas mal. Mais donc d'ailleurs, vous avez une description pour chacun des trucs. C'est vraiment bon. Euh, je dirais que c'est inutile. Ah, Edge Coming Soon. Sachant que pour. Et ça vous dit d'ailleurs d'où ça vient. Donc, Added Debian Buster. Bon, ah non, c'est pas un snap. C'est le repository officiel. Pareil pour celui-là. En fait, bon, ok. J'ai rien dit. Non, non, il n'y a pas de snap, il n'y a pas de Flatpak là-dedans. C'est vraiment que des repos officiels, soit qui sont compatibles, soit pour Debian, soit pour Ubuntu. Bon, des repos de Debian dans le sens où c'est pas des PPA, ça pose pas de soucis. Mais dans le sens où ça serait des PPA pour Debian, si je me souviens bien, c'est un petit peu l'usine à gaz pour les rajouter. Il me semble que c'est possible, mais c'est pas aussi aisé que sur Ubuntu où vous avez juste à ajouter le PPA, à mettre à jour le cache et puis à installer le paquet qui est dedans. Donc là, c'est vraiment des dépôts officiels qui sont maintenus par les différentes communautés, ce qui est vraiment cool. Je vous propose de lancer un petit terminal. Donc vous avez le terminal de chez KDE avec l'icône qui ressemble à celui de GNOME. Alors est-ce qu'on a un htop par défaut? Non. Donc on va faire un sudo apt install htop. Et on va pleurer. Parce que je suppose bien que la distribution doit réellement être assez lourde. On est quand même à 1 gigot. C'est quand même assez énorme quand on y pense tout de suite maintenant. Sachant que, je nuance mes propos quand même, on a beaucoup de trucs qui tournent. Donc si on fait alors, tri, voilà donc que l'on fait F5. Ah, alors attendez. Non, alors alors, je vais quitter le tri. Filter, non, c'est pas filter. F5 sorted. Voilà, donc je vais faire
sort by maintenant. Voilà, j'ai du mal avec cette fonction de htop. Donc c'est vraiment le Feren Store qui consomme le plus de RAM. Alors, vient par la suite Plasma Shell, donc bon, ça c'est normal. La TDoc qui consomme aussi. Je suppose déjà que si on ferme le Feren Store, déjà la consommation de RAM va encore plus augmenter. Propose un petit redémarrage de l'ISO. Donc peut-être pas par là non plus. On va peut-être pas y aller comme des bourrins. J'avais envie d'y aller comme un bourrin, mais je me suis de suite calmé. Je me suis dit, on va être gentil avec l'ISO. Et il y a une petite chime, entre guillemets, pour la fin de boot. Ce qui est assez cool. Je dois dire qu'ils y ont pensé. Donc on a pareil, le Plymouth qui revient. Ça devrait être beaucoup plus rapide cette fois-ci, enfin, tout du moins j'espère. Oui. Ah, j'ai pas entré le mot de passe. Voilà. J'ai été trop rapide entre la touche espace et la barre. Enfin, non, la barre, je veux dire la barre espace et la touche entrée, n'importe quoi. Voilà, donc là, on est dans une consommation de RAM un petit peu plus, on va dire, potable. On va dire, 620 mégas. Bon, allez, 630. Ça me fait mentir, bien sûr. Bon, voilà, 615, voilà. Bon. Globalement, c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel de tout ce que j'ai vu. Alors, il y a Cup qui tourne, il y a beaucoup de trucs qui tournent. Si on fait un petit sort by percent mem ou alors M-size carrément. Vous avez Baloo qui tourne aussi, c'est un truc. Ah non, bah, n'importe quoi. Virt, pourquoi 256 Go? N'importe quoi. J'ai fait une. Htop, ce sera un truc ça que j'aurais beaucoup de mal à gérer. Bah, parce que quand on cherche un petit peu. Bon, c'est sûr que pour afficher la consommation RAM comme ça, c'était assez facile. Mais si on veut aller chercher un petit peu plus dans les détails, c'était beaucoup plus compliqué. Les options peuvent être parfois un peu confuses. Ou alors c'est tout simplement que je n'ai pas l'habitude. Mais en tout cas, c'est Plasma qui consomme le plus. Bon, là, ça me semble plus normal vu qu'on n'a rien lancé. La TDoc. Donc, j'utilise la TDoc, c'est assez cool. Puis ensuite, après, on vient le terminal, Kwinix 11, Mint Update. Donc, je vous ai pas menti, on a bien Mint Update qui tourne. Puis après, alors j'ai vu Cups tout à l'heure, LightDM. Donc, on a tout un tas de processus qui tournent. Mais concrètement, c'est une distro qui est assez remplie. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Sinon, on a LibreOffice par défaut, donc qui vient, je suppose, d'un repository. Enfin, j'ose espérer que c'est pas le repository officiel et puis qu'ils ont mis quelque chose d'un peu plus à jour. Mais je crois que non, c'est le Ubuntu 7.0.2.2. Et on va sur pkgs.org, que l'on fait LibreOffice. Alors déjà, je sais pas trop si je vais le trouver pour Ubuntu. Voilà, Ubuntu 20.04. Ah bah non, même pas. N'importe quoi, vous avez Ubuntu. Alors dans Ubuntu Main. Donc pour 64, j'aimerais bien. Ah, donc c'est peut-être un repos. Non. Attendez. Non, non. Bah, c'est un repository à part alors. Oui, c'est bien un repos à part. Bon, ok. Ou alors, c'est juste qu'il n'a pas été mis à jour et qu'il y a une mise à jour. Ah, maintenant on a une mise à jour de Plymouth. Donc FerenOS GitLab, et puis après pour la base Ubuntu, il nous propose donc tous les différents. Mais donc si on va dans PPA, on a juste Graphics Driver. Et non, bah c'est peut-être le repos officiel. Je saurais pas vous dire. Parce que là, on voit bien dans Ubuntu Universe, pour la 20.04, LibreOffice 6.4.2. Après, est-ce que ça serait pas un backport? Oui, 7.0.3, c'est peut-être un backport aussi. Je dis peut-être des conneries. Peut-être un backport.
Système setting, je suppose que les paramètres de KDE, je suppose qu'ils voilà, ils ont rien fait à ce niveau-là. Bon, ça, je ne dis rien. En tout cas, le thème d'icône est assez propre. Donc, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu utiliser. Un Inspire Dark, pour les couleurs pareil, je suppose, voilà. Un dans Ferren Orange. Donc, il y a Ferren Orange Dark, Ferren Pink, donc il y a plusieurs couleurs. Desktop Layout. Donc là, vous avez les différents layouts qui sont proposés. Ils sont, en fait, ils se sont pas péchés, ils ont vraiment personnalisé KDE avec les moyens qu'ils avaient à leur disposition. KDE est vraiment un OS extrêmement personnalisable, vous avez vraiment beaucoup d'options à ce niveau-là, et cette distribution en est la preuve en quelque sorte. Dans les settings ici, vous avez donc les paramètres de l'IDM, les différentes langues, donc si jamais vous n'avez pas la distribution qui est assez francisée pour vous, vous pouvez faire Apply System Wide ici, et donc du coup ça va vous 29 languages installed, donc il y a beaucoup trop de langues qui sont installées par défaut à ce que je vois. Donc on va retirer. Alors je sais pas si on peut en retirer plusieurs à la fois, non. Alors on va juste garder English United Kingdom et English United States quand même. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps bien sûr. Je vous le montre vraiment pour que vous sachiez comment le faire dans l'ISO final. Mais concrètement, c'est ce dans quoi vous devez vous attendre. Send feedback. Je sais pas trop par où est-ce que ça vous amène, mais je suppose que ça va vous ouvrir le navigateur web. Voilà, donc ça lance Vivaldi. Ont-ils mis un thème custom? Ont-ils fait quelque chose? Faut croire que non. J'ai pas l'impression. Donc si jamais vous voulez parler un petit peu de FairenOS, pourquoi pas. Vous avez Timeshift aussi qui est proposé par défaut. Alors est-ce qu'il est préconfiguré? Je ne sais pas. Non. Donc du coup vous avez l'assistant de configuration qui se lance. D'accord. Alors, d'ailleurs, si je fais ça, je remarque que ça ne fonctionne pas. Donc les additions invitées tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Vous avez le disque de GNOME là ici aussi qui est là. Donc on peut voir à peu près du coup à combien la distribution prend d'espace. Et donc du coup, sur les 21 Go, il en reste 8 Go 9 de libre. Donc la distribution consomme peu près, euh, on va dire 10, 11 Go. 11 Go 1. Si on compte, si on compte pas la partition FAT ici, bien sûr. Voilà. Ensuite, après, vous avez système maintenance. Ça, je crois que c'est un truc de chez KDE, je crois. Il me semble. Ah non, Ferran Maintenance Tools. Ah bah non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est un truc de chez Mint, ça aussi. Attendez. Oui, oui, c'est bien un truc de chez Mint. Qui sont allés un petit peu modifier. Concrètement, j'ai des relents de la Linux FX quand je vois ce genre de distribution. Concrètement, c'est à ça que ça me fait penser. C'est assez bizarre. Et là maintenant, vous remarquez 7.0.2. Hmm. Et si je relance LibreOffice tout à l'heure, j'ai bien vu 7.0, 7.0.3. On est bien d'accord. Ah bah non, 7.0.2.2. Hmm. Non, bah j'ai peut-être dit une connerie tout à l'heure. Voilà, sinon vous avez les différentes spécifications de la VM. Donc la version de Plasma, c'est la version 5.5.19.5, donc qui vient de Ubuntu 20.10, je suppose, dans les backports. Parce que je crois que dans la Kubuntu 20.04, vous avez Plasma 5.18. Donc il y a beaucoup de backports en fait qui sont faits, j'ai l'impression. Alors je ne les vois pas là, ou alors je suis aveugle, mais il y a beaucoup de backports. Oh, alors non, sans m'en déplaise, mais je trouve ça un petit peu dommage. Parce que du coup, aux mises à jour de la distro, je me demande à quoi ça va ressembler, tout ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a une mise à jour qui n'a pas réussi à se faire, là, il me semble. Ah non, c'est juste que je l'avais pas lancé. Ou alors il y a eu un bug. Je ne sais pas. Et donc, du coup, oui, il va bien modifier le Plymouth, là, ici.
Sinon, vous avez donc le KDE Connect, on a vu, Geary, Gremina, Vivaldi, VLC, LibreOffice, Settings. Donc dans Settings, vous avez un firewall, je suppose c'est GUFW. Je suppose, bien, oui, c'est ça. Je reconnais le bouclier entre 1000. D'ailleurs, ça bug encore. Le thème est un petit peu buggé pour la VM, visiblement. Wacom Table aussi, enfin Wacom Tablet plutôt. Si jamais vous avez une tablette Wacom, vous pouvez la détecter ici, ça peut être assez cool. Donc là, visiblement, il n'en détecte pas, c'est tout à fait normal. Mais voici un petit peu, donc pareil pour Driver Manager, je suppose que c'est un truc qui vient de chez Ubuntu, ça. Je suppose qu'ils se sont pas fait chier à ce niveau-là, oui, c'est ça, je suppose, ou de chez Linux Mint à la rigueur, c'est pareil. Je crois que Linux Mint utilise le même système environ, c'est pas, voilà, aucun pilote propriétaire n'est utilisé. Vous m'avez compris. Sur ce, je pense qu'on a à peu près fait le tour de cette distribution. Qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que c'est pas une mauvaise distro. J'en conclus aussi que ça ne mérite pas de faire une distro. Concrètement, va aller voler des outils à droite à gauche, refaire un repack assez foireux et appeler ça une distro. Euh, hmm. Alors, j'aime bien le système de thème à à la KDE. Ouais, ils sont allés faire des thèmes assez propres. Mais ça n'empêche que c'est loin d'être. Ça n'empêche que c'est vraiment loin d'être parfait. Et que je trouve que ça mériterait un petit peu plus de. Soit ils partent faire un script pour ou alors des extensions Plasma, mais faire une distro complète pour un usage pareil, trouve ça un petit peu chaud quand même. Je trouve ça un petit peu inutile. Alors je ne crierai pas à la DGLFI, mais je pars quand même du principe qu'on n'en est pas loin. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas du coup à me bombarder ces commentaires et donc du coup je répondrai bien évidemment à vos questions. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, d'autres ISO à me proposer, n'hésitez pas à m'en parler. Ciao.